Tu connais ce moment où tu penses que tu connais parfaitement les personnes les plus proches de toi? Cette sensation de sécurité, de certitude que ta famille ne te décevra jamais? Eh bien, imagine que tu aides quelqu'un depuis des années, que tu portes un fardeau qui n'est même pas le tien, pour découvrir qu'en réalité, ces personnes se moquent de toi dans ton dos pendant tout ce temps. Difficile à croire, n'est-ce pas? Et pourtant, cette histoire est bien réelle. Que ferais-tu si tu recevais une vidéo qui révèle quelque chose capable de changer complètement ta vision des personnes que tu aimes le plus au monde? Eh bien, ce qui m'est arrivé est encore pire. Mais avant de te donner tous les détails, je veux que tu te prépares, car cette histoire a plus de rebondissements que tu ne peux l'imaginer. Au fait, avant qu'on continue, profite-en pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Ici, on raconte des histoires qui touchent le cœur, qui nous apprennent des leçons puissantes et qui, parfois, peuvent même changer ta façon de voir le monde. Alors, clique sur le bouton d'abonnement et suis-moi pour découvrir ce qui s'est vraiment passé. C'était un jour ordinaire, ou du moins, je le pensais. Les rayons de soleil filtraient à travers les volets de mon bureau, illuminant les piles de dossiers soigneusement alignés sur mon bureau. Je venais de terminer une vidéoconférence avec l'un de mes clients les plus exigeants, satisfaite du travail accompli, lorsque mon téléphone vibra. Une notification, une vidéo, et un message de mon oncle, Julien. Tu dois voir ça, Anaïs. Je ne pouvais pas rester silencieux. Intrigué, j'ouvris la vidéo sans m'attendre à ce que ma vie bascule. Dès les premières secondes, une vague glaciale envahit mon corps. Là, dans cette cuisine familière que je reconnaissais instantanément, celle de la maison familiale où j'avais grandi, mes parents et mon frère, Théo, étaient assis autour de la table. Leur conversation, bien que banale au premier abord, se transforma rapidement en un coup de poignard. Anaïs pense qu'elle nous fait une faveur, disait ma mère, une expression de mépris imprimée sur son visage. Après tout ce qu'on a fait pour elle, c'est la moindre des choses qu'elle peut faire pour nous. Théo, accoudé nonchalamment à la table, la soutint avec un sourire narquois. Exactement. Elle se croit tellement importante parce qu'elle gagne bien sa vie, mais au final, elle n'est qu'un poids pour nous. Et mon père? Mon père, celui qui m'avait autrefois appris à faire du vélo et m'avait aidé à comprendre mes devoirs de mathématiques, se contentait d'un hochement de tête approbateur. Aucun mot pour me défendre, aucun désaccord. Rien. La vidéo, bien que tremblante, était claire. Chaque mot, chaque intonation, chaque regard suffisait à me détruire un peu plus. Je revis la scène encore et encore, incapable de détourner les yeux de ce spectacle cruel. À chaque visionnage, une étrange combinaison de douleur, de colère et de clarté s'installait en moi. Cela faisait 4 ans que je payais leur hypothèque. 4 longues années pendant lesquelles j'avais travaillé sans relâche pour maintenir cette maison à flot, croyant naïvement qu'ils étaient reconnaissants. Grâce à ma société, Harmonie Patrimoniale, que j'avais créée pour structurer mes investissements, j'avais trouvé une solution discrète pour racheter leur maison lorsque leurs finances s'étaient effondrées. Ils pensaient encore qu'ils remboursaient une banque, ne prenant jamais la peine de lire les petits caractères des contrats que j'avais soigneusement organisés. Je prenais en charge la majorité des paiements, des milliers d'euros chaque mois, tandis qu'ils contribuaient à peine au minimum exigé. Et malgré cela, ils trouvaient encore le moyen de se plaindre de mon manque d'aide. Mon oncle Julien avait ajouté un message à la vidéo. Il parle de toi comme ça depuis des mois. Il fallait que tu le saches. Je restais assise à mon bureau, paralysée. Mes yeux se posèrent sur les feuilles de calcul ouvertes sur mon écran. Les chiffres ne mentaient pas. Plus de 200 000 euros investis dans leur maison. 200 000 euros pour des gens qui me considéraient comme une charge. Mes mains, étonnamment, restaient stables, même si mon cœur battait la chamade. Je pensais soudain à une clause particulière que mon conseiller financier m'avait recommandé d'inclure lors de l'achat de la maison. Une option d'achat me permettant de récupérer intégralement la propriété si jamais il manquait un seul paiement. Juste au cas où, avait-elle dit avec un sourire énigmatique. À l'époque, je n'avais pas compris pourquoi elle insistait tant pour ajouter cette clause. Maintenant, tout devenait limpide. La prochaine échéance était dans 2 semaines. Pour la première fois, je savais exactement ce que je devais faire. Je pris mon téléphone et tapai un message à mon oncle Julien. Merci de m'avoir montré la vérité. Ne t'inquiète pas, je ne leur dirai pas que cela vient de toi. Mais les choses vont changer.
J'avais toujours été le filet de sécurité de ma famille, bien qu'il n'ait jamais voulu l'admettre. 4 ans plus tôt, lorsque le marché immobilier s'était effondré et qu'ils étaient sur le point de perdre leur maison, j'étais intervenue. J'avais alors 27 ans, déjà bien établie dans ma carrière de consultante en gestion de patrimoine. Mais leur gratitude avait été de courte durée. Ils n'avaient jamais approuvé ma carrière, préférant que je reprenne l'entreprise défaillante de mon père. La finance, ce n'est pas un métier pour une femme, disait souvent ma mère avec un ton condescendant. Théo, lui, a le sens des affaires. Et pourtant, Théo, avec tout son soi-disant sens des affaires, avait mené l'entreprise familiale à la ruine en 2 ans à peine. Quand ils avaient besoin d'aide pour l'hypothèque, j'avais consulté mon conseiller financier. Ensemble, nous avions trouvé une solution, créer une société qui rachèterait la maison. Ainsi, ils continueraient à croire qu'ils remboursaient une banque, et moi, je pouvais les aider sans heurter leur fierté. Ce plan avait fonctionné à merveille. Ils gardaient leur dignité, et je maintenais la stabilité de la famille. Du moins, c'est ce que je croyais. Julien avait été le seul à connaître la vérité, ayant entendu une conversation entre mon conseiller et moi lors d'un dîner de famille. « Tu es trop bonne avec eux », m'avait-il dit à l'époque. « Ils ne méritent pas ta générosité. » Je l'avais défendu, bien sûr. « Ils sont ma famille », avais-je répondu. « Ils ont toujours été là pour moi. » Mais en regardant cette vidéo pour la 4e fois, je compris à quel point j'avais eu tort. Les mots tournaient en boucle dans mon esprit. Elle nous doit tout. Elle n'est qu'un fardeau. Chaque phrase était comme un couteau qui s'enfonçait plus profondément. Je rouvris mon ordinateur et me connectai au compte bancaire de ma société. La prochaine échéance était pour le 15. Jusqu'ici, je n'avais jamais laissé un paiement en retard. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, je ne couvrirais pas leur manque. Ils allaient devoir faire face à la réalité. Le lendemain, mon téléphone vibra à nouveau. Un autre message de Julien. Cette fois, il s'agissait de capture d'écran d'un groupe de discussion familiale auquel je n'avais pas été invité. Le nom du groupe ? Finance de la famille. Chaque message était une nouvelle trahison. Anaïs se croit spéciale avec son boulot dans la finance, écrivait Théo. Elle n'aide presque pas avec l'hypothèque, alors que moi, je gère tout le poids de l'entreprise. Et la réponse de ma mère ? On devrait lui demander plus d'argent. Elle est célibataire et sans enfant. À quoi d'autre sert son salaire ? Mon sang se glaça. Comment pouvait-il parler de moi ainsi ? Je me mis à calculer les montants exacts, 267 000 €. C'était la somme totale que j'avais investie dans leur maison. En comparaison, eux n'avaient contribué qu'à hauteur de 52 000 €. Et malgré tout, ils osaient se plaindre. Mon téléphone sonna. Cette fois, c'était ma mère. « Chérie, est-ce que tu peux venir dîner dimanche ? Nous avons quelque chose d'important à discuter. » Je savais exactement ce qu'ils allaient demander, plus d'argent, plus de sacrifices. Mais cette fois, je ne serais pas leur marionnette. Le dimanche soir arriva plus vite que je ne l'aurais voulu. Toute la journée, j'avais ressenti un mélange de colère froide et de détermination. En traversant la ville pour me rendre à la maison familiale, je repassais mentalement tout ce que j'avais découvert au cours des derniers jours. La trahison, les mensonges, les moqueries. Et pourtant, il me fallait garder mon calme. J'avais décidé de ne rien dire, pas encore. Il était trop tôt pour dévoiler mes cartes. Lorsque je franchis la porte, l'odeur familière du gratin de pommes de terre de ma mère m'accueillit. Un parfum qui, autrefois, m'aurait réconforté. Mais aujourd'hui, il me semblait presque suffocant. La maison, mon ancienne maison, n'avait pas changé. Tout était exactement à sa place, les vieilles photos de famille accrochées au mur, le tapis légèrement usé sous la table basse, et même les rideaux à fleurs que ma mère refusait de remplacer depuis des années. Ce décor, autrefois synonyme de souvenirs heureux, me paraissait désormais étranger. « Anaïs, ma chérie !» Ma mère se précipita pour me prendre dans ses bras, un sourire chaleureux sur le visage. Mais maintenant, je savais mieux que de croire à cette affection. « Salut maman !» dis-je en lui rendant une étreinte polie. Dans le salon, Théo était affalé sur le canapé, son téléphone à la main. À ma vue, il leva brièvement les yeux et esquissa un sourire. Un sourire qui m'agaça immédiatement. « Tiens, la star est arrivée », lança-t-il d'un ton moqueur. Je choisis de ne pas répondre,
m'avançant vers la salle à manger où mon père était déjà installé, consultant des documents. Il releva à peine la tête pour me saluer, absorbé par ce qui ressemblait à des relevés bancaires. « Tout le monde est là », annonça ma mère joyeusement en posant un plat fumant sur la table. Le dîner commença dans une ambiance presque agréable, du moins en surface. Ma mère s'efforçait de maintenir une conversation légère, parlant des voisins, des derniers potins du quartier, et même de ses nouvelles plantes d'intérieur. Mais je savais que ce n'était qu'un prétexte. Ils attendaient le bon moment pour aborder le véritable sujet. Et ce moment ne tarda pas. « Anaïs », commença ma mère en posant sa fourchette, « son ton soudainement sérieux. Ton père et moi avons réfléchi à quelque chose d'important. » Je continuai de mâcher lentement, levant les yeux vers elle pour l'encourager à poursuivre. « Nous sommes vraiment fiers de tout ce que tu as accompli dans ta carrière, » dit-elle avec un sourire calculé. Théo ricana légèrement. « Oui, c'est vrai. Une vraie réussite. » Ma mère lui lança un regard pour le faire taire avant de continuer. « Mais ces derniers temps, les choses sont devenues compliquées pour nous. La maison, tu sais, représente beaucoup pour cette famille. Elle est notre héritage. Et maintenir tout cela à flot devient un défi. » Elle posa sa main sur celle de mon père, qui acquiesça gravement. « Alors, nous avons pensé que, puisque tu es dans une position stable, tu pourrais peut-être contribuer un peu plus. Juste pour nous aider à traverser cette période difficile. » Et voilà. Le fameux moment était arrivé. « Combien ?» demandai-je simplement, en gardant mon visage neutre. Théo se redressa, visiblement surpris par ma réponse directe. « Eh bien, » dit mon père en ajustant ses lunettes, « nous avons calculé qu'un soutien supplémentaire de 1 500 € par mois pourrait vraiment faire la différence. » 1 500 €. Cela me fit presque rire. Il demandait une somme qu'il considérait comme énorme, ignorant complètement que je couvrais déjà plus de 5 000 € chaque mois. « C'est vrai que ce n'est pas une grosse somme pour toi, » ajouta ma mère avec un sourire encourageant. « Je vais y réfléchir, » répondis-je, sans laisser transparaître la moindre émotion. Un silence gênant s'installa. Il ne s'attendait pas à cette réponse. Théo croisa les bras, me fixant d'un air sceptique. « Ah sérieusement, Anaïs? Avec tout ce que papa et maman ont fait pour toi? Ce n'est même pas une question. » Je lui lançai un regard froid. « Et toi, Théo, qu'est-ce que tu fais pour aider ?» Il haussa les épaules, feignant l'indifférence. « Je gère l'entreprise. » Je réprimai un rire. « L'entreprise? Celle que tu as quasiment mise en faillite? » Sa mâchoire se serra, mais il ne répondit pas. Je décidai de ne pas pousser plus loin. Pas encore. Le dîner se termina rapidement après cela. Ma mère tenta de me retenir un moment pour discuter, mais je prétextai un rendez-vous tôt le lendemain et partis. Alors que je quittais la maison, je jetai un dernier regard sur la façade familière. Cette maison qui était la mienne, légalement et moralement, mais qui abritait des personnes que je ne reconnaissais plus. De retour chez moi, je retrouvai un email d'Inès, ma conseillère financière. Elle avait passé les derniers jours à analyser tous les documents liés à Harmonie Patrimoniale et à la maison familiale. « Anaïs, j'ai trouvé quelque chose d'inhabituel. Nous devons en discuter dès que possible. » Curieuse, je l'appelai immédiatement. « Inès, qu'est-ce que tu as trouvé ?» Sa voix était grave. « Anaïs, il y a des transactions suspectes liées à la maison. Il semble que quelqu'un ait accédé au fonds de Harmonie Patrimoniale sans ton autorisation. » Mon cœur se serra. « Quoi? Comment est-ce possible? » J'ai comparé les relevés et les signatures. Certains des paiements effectués ces derniers mois semblent avoir été falsifiés. Et il y a aussi des retraits qui ne correspondent pas à tes habitudes. Je pense que quelqu'un utilise l'accès à tes comptes pour couvrir d'autres dettes. Je pris une profonde inspiration, essayant de garder mon calme. « Tu sais qui est derrière tout ça? » Elle hésita. « Ce n'est pas confirmé, mais il y a des indices qui pointent vers Théo. » Je fermai les yeux, sentant une colère sourde monter en moi. Bien sûr que c'était lui. Qui d'autre? Inès continua. « On peut agir tout de suite si tu veux. Bloquer l'accès, engager une procédure. Mais je voulais t'en parler avant de faire quoi que ce soit. » Non, dis-je après un moment. Pas encore. Continue de surveiller. Je veux être sûr de tout avant de bouger. Inès accepta, et nous raccrochâmes. Je restai assise dans l'obscurité de mon salon, laissant ces nouvelles informations s'imprégner. Tout était en train de s'effondrer, mais cette fois, je ne serais pas la personne qui ramasserait les morceaux. Les jours suivants, je continuais à jouer mon rôle.
Je répondais aux messages de ma mère avec des phrases courtes et cordiales. Je faisais semblant de considérer leurs demandes, leur laissant croire que j'étais toujours la fille docile qu'ils avaient manipulée pendant des années. En parallèle, Inès et moi renforcions nos plans. Nous vérifiâmes chaque document, chaque transaction, chaque détail. Les preuves contre Théo s'accumulaient, mais ce n'était pas tout. Mon père aussi avait joué un rôle. Il avait utilisé mon nom pour garantir un prêt supplémentaire à la maison, sans jamais me demander mon autorisation. Ces découvertes me laissèrent un goût amer. Pendant toutes ces années, j'avais cru que ma famille agissait par maladresse ou par fierté mal placée. Mais non, c'était bien plus intentionnel. Une semaine après le dîner, Inès m'appela à nouveau. « Anaïs, je pense que tu as tout ce qu'il te faut. Si tu veux agir, c'est maintenant ou jamais. » Je souris faiblement. Oui, c'est le moment. Le lendemain de mon dîner tendu avec ma famille, je me réveillai avec une étrange sensation. Ce n'était pas la colère qui me dominait, ni même la tristesse. C'était un mélange inconfortable d'épuisement et de clarté, comme si quelque chose en moi avait enfin accepté une vérité que je refusais de voir depuis des années. Je passais ma matinée à travailler dans mon bureau à domicile, mais mon esprit restait fixé sur ce qu'ils avaient dit et fait. Le comportement de ma mère, si calculé. Les mots de Théo, si dédaigneux. Et le silence complice de mon père. Chaque scène du dîner se rejouait dans ma tête comme un mauvais film. Mais ce n'était pas tout. Ce n'était jamais aussi simple avec eux. En début d'après-midi, alors que je faisais une pause pour préparer du thé, mon téléphone vibra. Un message. C'était Inès, ma conseillère financière. Anaïs, j'ai une mise à jour. J'ai trouvé des mouvements suspects dans les comptes liés à Harmonie Patrimoniale. Ça pourrait être important. Appelle-moi dès que possible. Le cœur battant, je reposai ma tasse et composai immédiatement son numéro. Inès, c'est Anaïs. Que se passe-t-il? Sa voix était calme mais grave. Anaïs, je voulais t'appeler hier, mais je savais que tu étais avec ta famille. En analysant les relevés et les documents que tu m'as envoyés, j'ai trouvé plusieurs anomalies. Quelles anomalies? Demandai-je, tentant de contenir mon inquiétude. Des retraits que tu n'as pas autorisés et des paiements effectués à partir du compte de l'entreprise. Ils remontent à quelques mois et semblent liés à des dettes personnelles. Après vérification, il est presque certain que c'est Théo qui est derrière ça. Mon sang se glaça. Théo? Bien sûr que c'était lui. Il a accédé à mon compte? Comment est-ce possible? Tu te souviens de la fois où tu as utilisé leur Wi-Fi familial pendant ton séjour chez eux l'année dernière? Ton cloud s'est automatiquement synchronisé. Je pense qu'il a trouvé des informations sensibles à ce moment-là. Je laissai échapper un soupir frustré. J'aurais dû être plus prudente. Et maintenant, demandai-je. Pour l'instant, j'ai verrouillé tout accès extérieur. Mais Anaïs, il faut que tu confrontes ta famille. Ces manipulations vont bien plus loin que ce que tu imagines. Je raccrochai avec une certitude grandissante, je ne pouvais plus rester passive. 2 jours plus tard, je décidai de rendre une visite surprise à ma famille. Je ne voulais pas leur laisser le temps de préparer des excuses ou de dissimuler des preuves. En arrivant devant leur maison, je remarquai à quel point elle me semblait différente. Ce lieu qui avait autrefois représenté un refuge était devenu un théâtre de mensonges et de manipulations. Ma mère ouvrit la porte avec son sourire habituel, mais je remarquai immédiatement une ombre d'inquiétude dans ses yeux. « Anaïs, quelle surprise! Entre, ma chérie !» Je lui lançai un sourire poli mais distant. « Merci, maman. Où est papa? Et Théo? » Ton père est dans son bureau, et Théo est sorti pour une course, je crois. Mais qu'est-ce qui t'amène? J'avais besoin de parler avec vous tous. C'est important. Elle acquiesça rapidement, appelant mon père. Quelques minutes plus tard, il arriva dans le salon, un dossier à la main, visiblement irrité d'avoir été interrompu. « Qu'est-ce qui se passe, Anaïs ?» demanda-t-il sans préambule. Je pris une profonde inspiration, me forçant à rester calme. Je veux parler des finances de la maison et de Harmonie Patrimoniale. Ma mère et mon père échangèrent un regard rapide, mais aucun d'eux ne répondit immédiatement. « Pourquoi tu veux parler de ça ?» demanda enfin ma mère, tentant de feindre l'innocence. « Parce que j'ai découvert des choses ?» dis-je en posant sur la table une copie des relevés bancaires qu'Inès m'avait envoyés. Des transactions non autorisées, des retraits que je n'ai jamais faits, et tout pointe vers Théo. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mon père regarda les documents, sa mâchoire se crispant, tandis que ma mère évitait mon regard. « Anaïs,
Je suis sûr qu'il s'agit d'un malentendu, finit par dire mon père. Un malentendu? Répétai-je, ma voix montant légèrement. Alors explique-moi pourquoi quelqu'un a utilisé mes comptes pour couvrir des dettes personnelles. Et ne me dis pas que ce n'est pas Théo. Je sais que c'est lui. Anaïs, écoute-moi. Commença ma mère. Non, maman. Toi, écoute-moi. Pendant des années, j'ai pris soin de cette maison. J'ai couvert vos paiements, j'ai sacrifié mon temps et mon argent. Tout ça parce que je pensais que vous en valiez la peine. Mais maintenant, je vois que je me suis trompée. Mon père tenta de parler, mais je levai une main pour l'interrompre. Ne me dites pas que c'est pour l'héritage familial, ou que vous aviez de bonnes intentions. Ce que vous avez fait, c'est du vol. Vous avez abusé de ma confiance. À ce moment précis, la porte d'entrée s'ouvrit et Théo entra. Il s'arrêta en nous voyant tous rassemblés dans le salon, ses yeux se posant sur les documents sur la table. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il. « Sont-on méfiants ?»« On parle de toi » répondis-je froidement. Il fronça les sourcils, jetant un coup d'œil au papier. « C'est quoi, ça ?»« Ce sont les preuves de ce que tu as fait, Théo. Les preuves que tu as volé de l'argent de mes comptes. » Il éclata de rire, mais c'était forcé. « Ah sérieusement, Anaïs? Tu penses vraiment que je ferais ça? Ne joue pas à ça avec moi, répliquai-je, mon ton glacé. J'ai toutes les preuves dont j'ai besoin. Et si tu veux que ça reste entre nous, tu ferais mieux de tout avouer maintenant. » Son sourire disparut, remplacé par une expression de colère. « Tu crois que tu es meilleur que nous ?» cracha-t-il. « Tout ça, c'est grâce à toi, hein? Parce que tu gagnes bien ta vie. Tu penses que tu peux nous faire la leçon. » Je secouai la tête, déçue mais pas surprise. « Ce n'est pas une question d'argent, Théo. C'est une question de respect. Et tu n'en as montré aucun. » Après une heure de disputes et d'accusations, je réalisai que ma famille n'allait jamais changer. Mon père continuait de défendre Théo, ma mère pleurait pour essayer de me culpabiliser, et Théo se contentait de nier tout en m'insultant. Je me levai finalement, fatigué de cette mascarade. « Très bien, » dis-je en rassemblant mes affaires. « Si c'est comme ça que vous voulez jouer, alors préparez-vous aux conséquences. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda ma mère, ses larmes coulant sur ses joues. Je me tournai vers elle, mon regard dur. « À la maison est à moi. Légalement. Si vous continuez à agir comme si c'était votre droit divin de profiter de moi, je ferai ce que je dois faire pour protéger mes intérêts. » Sans attendre leur réponse, je sortis de la maison, laissant derrière moi le bruit de leurs protestations. De retour chez moi, je passai la soirée avec Inès, planifiant mes prochaines étapes. Ce qui était clair pour moi, c'est que je ne pouvais plus faire confiance à ma famille. Et si cela signifiait prendre des mesures drastiques, alors je le ferais sans hésiter. La partie était lancée, et cette fois, c'est moi qui avais le contrôle. Les jours qui suivirent furent marqués par un étrange mélange de calme et de tension. Je savais que la situation était sur le point de basculer, mais je me forçais à garder une façade impassible. Mon plan prenait forme, et pour la première fois depuis des années, j'avais le sentiment de reprendre le contrôle de ma vie. Ce matin-là, alors que je consultais mes emails, un nouveau message d'Inès attira mon attention. « Anaïs, j'ai vérifié les détails sur la clause de rachat et tout est prêt. Ils ne peuvent rien contester une fois que le paiement sera officiellement manqué. Par ailleurs, j'ai découvert quelque chose d'important dans les fichiers que tu m'as envoyés. Appelle-moi dès que tu peux. » Curieuse et légèrement inquiète, je composai immédiatement son numéro. « Salut, Inès, c'est Anaïs. Qu'est-ce que tu as trouvé ?» Sa voix était calme mais teintée de gravité. « Anaïs, je pensais que tu devais savoir. Il y a des documents dans les fichiers qui montrent que ta famille a planifié de vendre la maison sans ton consentement. » Je restai silencieuse un instant, digérant l'information. « Quoi? Comment est-ce possible? La maison est légalement à mon nom à travers Harmonie Patrimoniale. »« C'est justement ça, » répondit-elle. « Ils ont essayé de contourner ton autorité en falsifiant des signatures sur des documents de transfert. Si je n'avais pas fouillé dans les archives, ils auraient pu faire passer ça inaperçu. Mais heureusement, rien n'a encore été finalisé. » Mon souffle se fit plus court. C'était bien pire que ce que j'avais imaginé. Ils ne se contentaient pas de profiter de moi financièrement. Ils tentaient littéralement de me voler. « Merci de m'avoir prévenu, » dis-je en reprenant mon calme. « Est-ce que tout est sécurisé pour l'instant? » Oui, j'ai verrouillé tout accès à la propriété. Mais Anaïs, je dois te demander.
Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je réfléchis un moment avant de répondre. J'ai besoin de leur parler. Pas pour leur donner une chance de se justifier, mais pour leur faire comprendre que je ne suis plus celle qu'ils peuvent manipuler. Le dimanche suivant, j'arrivais une fois de plus à la maison familiale. Cette fois, je n'avais pas l'intention de sourire ou de jouer le rôle de la fille obéissante. J'étais déterminée à obtenir des réponses. La porte s'ouvrit sur ma mère, qui afficha son habituel sourire bienveillant. Mais je détectais une certaine nervosité dans son regard. « Anaïs, tu es pile à l'heure. Entre, ma chérie. » Je lui lançai un bref sourire. « Merci, maman. Où sont papa et Théo? »« Ton père est dans son bureau. Et Théo, eh bien, il est dans la cuisine, comme d'habitude, » répondit-elle, feignant une légèreté qui sonnait faux. Je me dirigeai directement vers le bureau de mon père. Je frappai une fois avant d'ouvrir la porte. Il leva les yeux de son bureau, visiblement surpris de me voir. « Anaïs, qu'est-ce qui t'amène ici si tôt ?» Je refermai la porte derrière moi et croisai les bras. « Papa, je pense que tu sais très bien pourquoi je suis là. » Il fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. » Je sortis une copie des documents qu'Inès m'avait envoyés et les déposai sur son bureau. « Alors, tu vas me dire que tu ne reconnais pas ces papiers. » Son visage blêmit en voyant les signatures falsifiées. Il essaya de balbutier une réponse, mais je l'interrompis. « Pas la peine de mentir. Je sais que tu as essayé de vendre la maison derrière mon dos. » Il poussa un long soupir et retira ses lunettes, se frottant le visage avec frustration. « Anaïs, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. »« Ce n'est pas ce que je crois, » répétai-je, ma voix montant légèrement. « Alors explique-moi. Explique-moi comment tu peux justifier de falsifier ma signature et de tenter de voler une propriété qui, je te le rappelle, est légalement à mon nom. » Il resta silencieux, incapable de trouver une réponse. « Très bien, » dis-je en reculant. « Si tu n'as rien à dire, je vais aller parler à Théo. Peut-être que lui aura une explication. » Je trouvai Théo dans la cuisine, comme l'avait dit ma mère. Il était en train de fouiller dans le frigo, un sandwich à moitié préparé sur le comptoir. « Théo » appelai-je en entrant dans la pièce. Il se retourna, un sourire faussement innocent sur le visage. « Eh bien, si ce n'est pas ma grande sœur. Qu'est-ce qu'il y a ?» Je sortis une autre copie des documents et les posai sur la table. « Reconnais-tu ces papiers ?» Son sourire s'effaça immédiatement. Il les parcourut du regard, et je vis ses mâchoires se serrer. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il enfin. « Ça n'a pas d'importance, » répondis-je froidement. « Ce qui compte, c'est que je sais ce que tu as fait. » Il essaya de jouer la carte de l'innocence. « Écoute, Anaïs, ce n'est pas ce que tu penses. Tout ça, c'était pour aider la famille. Tu sais combien les temps sont durs. »« Aider la famille ?» répétai-je avec un rire incrédule. « Tu veux dire comme lorsque tu as vidé les comptes de l'entreprise familiale ? Ou comme lorsque tu as pris des fonds de harmonie patrimoniale pour payer tes dettes personnelles ?» Il rougit, mais tenta de garder son calme. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Je claquai une main sur la table. « Arrête, Théo. Je sais tout. Les transactions, les signatures falsifiées, les prêts que tu as garantis avec MON non. Tu pensais vraiment que je ne finirais pas par découvrir la vérité ? » Il ne répondit pas, se contentant de détourner le regard. « Et toi, maman ?» dis-je en me tournant vers elle alors qu'elle entrait timidement dans la cuisine. « Tu étais au courant de tout ça, n'est-ce pas ?» Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Finalement, elle baissa les yeux. « Anaïs, ma chérie » commença-t-elle faiblement. « Non, arrête, » la coupai-je. « Tu n'as pas le droit de m'appeler comme ça. Pas après tout ce que vous m'avez fait. » Les minutes qui suivirent furent un tourbillon de reproches, de justifications maladroites et de révélations. Mon père tenta de me convaincre que tout avait été fait dans l'intérêt de la famille. Théo, fidèle à lui-même, continua de nier l'évidence. Et ma mère resta silencieuse, évitant mon regard, comme si elle espérait que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais pour moi, c'était la fin. La fin de leur manipulation, de leurs mensonges, de leur tentative de me contrôler. Je les regardais un par un, sentant une étrange sérénité m'envahir. « C'est fini ?» dis-je calmement. « Je ne vais plus payer pour vos erreurs. Et je ne vais plus permettre que vous utilisiez mon nom,
mon argent ou ma confiance. Mon père essaya de protester, mais je levai une main pour le faire taire. La maison est à moi, légalement. Et si vous ne pouvez pas respecter cela, alors vous devrez partir. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Anaïs, murmura ma mère, les larmes aux yeux. Non, dis-je en secouant la tête. Vous avez fait votre choix. Maintenant, c'est à mon tour de faire le mien. 3 jours après la confrontation avec ma famille, je me retrouvais dans mon appartement, le regard perdu sur les documents étalés devant moi. L'option d'achat que j'avais intégrée dans l'accord hypothécaire 4 ans plus tôt était enfin sur le point d'être activée. Chaque ligne des termes juridiques me semblait plus lourde que la précédente. Cela marquait un point de non-retour. Pourtant, je n'éprouvais plus d'hésitation. Les larmes, la culpabilité et la douleur avaient laissé place à une froide détermination. Ma famille m'avait prouvé à maintes reprises qu'ils me voyaient uniquement comme une source de ressources financières, un outil à exploiter. Et à présent, ce chapitre touchait à sa fin. Un message d'Inès interrompit mes pensées. Anaïs, tout est prêt. Dès qu'ils manqueront le paiement dans 2 jours, nous pourrons légalement exécuter la clause. Souhaites-tu envoyer un préavis ou attendre qu'ils découvrent la situation par eux-mêmes? Je tapai rapidement une réponse. Attends qu'ils reçoivent la notification bancaire. Je veux qu'ils réalisent pleinement ce qui se passe. Le lendemain, ma mère m'appela. Anaïs, ma chérie, est-ce que tu as réfléchi à ce que nous avons discuté dimanche dernier? Nous avons vraiment besoin de ton aide. Sa voix tremblait légèrement, mais je savais que ce n'était pas de l'émotion sincère. C'était la peur de ce qu'il ne contrôlait pas. J'y ai pensé, maman, répondis-je calmement. Mais les choses sont compliquées pour moi en ce moment. Je dois être prudente avec mes finances. Elle resta silencieuse un moment, probablement surprise par ma réponse. Complication, finit-elle par demander. Mais tu as toujours été stable. Oui, mais on ne sait jamais, dis-je, jouant l'indifférence. Les temps changent. Anaïs, c'est ta famille. Nous avons toujours été là pour toi. Tu nous dois au moins ça. Cette phrase, tu nous dois ça, fit monter une vague de colère que je réprimais avec difficulté. Je comprends, maman. Mais je ne peux pas te promettre quoi que ce soit pour l'instant. Je te tiendrai au courant. Avant qu'elle ne puisse insister, je mis fin à l'appel, me sentant plus légère. Le matin suivant, à 9 heures précises, ma famille reçut la notification bancaire. L'email automatisé informait que le paiement hypothécaire avait échoué et que, conformément aux termes de l'accord, l'option d'achat serait exécutée. À 9h12, mon téléphone sonna. C'était mon père. Anaïs, qu'est-ce que ça veut dire? La banque dit que nous avons raté un paiement, mais ce n'est pas possible. Nous avons toujours payé notre part. Je souris légèrement, bien qu'il ne puisse pas le voir. Ce n'est pas la banque, papa, dis-je calmement. Comment ça, ce n'est pas la banque? L'hypothèque n'a jamais été avec une banque, expliquai-je. Elle est avec Harmonie Patrimoniale. Mon entreprise. Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Quoi? Murmura-t-il finalement. Oui. Depuis 4 ans, je couvre la majorité des paiements hypothécaires. Vous n'avez jamais remarqué parce que vous n'avez jamais lu les termes de l'accord. Mais aujourd'hui, tout cela change. Vous avez manqué un paiement. L'option d'achat est désormais activée. Anaïs, tu ne peux pas faire ça, dit-il d'une voix tremblante. C'est notre maison. Notre foyer. Non, papa. C'est ma maison. Légalement et financièrement. Vous avez profité de ma générosité pendant trop longtemps. Maintenant, vous devrez vivre avec les conséquences. Dans les heures qui suivirent, ma boîte de réception et mon téléphone furent inondés de messages. Ma mère m'appela en larmes, suppliant que je reconsidère ma décision. Anaïs, tu ne peux pas faire ça à ta propre famille, pleura-t-elle. Je n'ai rien fait, maman, répondis-je froidement. Vous avez signé cet accord. Vous saviez ce que cela impliquait. Théo, de son côté, adopta une approche différente. Il tenta de m'intimider, m'accusant d'être égoïste et cruel. Sérieusement, Anaïs? Tu veux que tout le monde sache que tu as mis ta propre famille à la rue? Tu vas détruire notre réputation. Je ne répondis pas à ces messages, mais chacun d'eux renforçait ma conviction que je faisais le bon choix. Mon oncle Julien,
qui avait été mon allié silencieux depuis le début, m'appela pour me dire qu'il avait entendu parler du chaos. Anaïs, ils te méritent pas, dit-il d'un ton ferme. Mais prépare-toi. Ils ne vont pas lâcher facilement. Je suis prête, répondis-je. Ça fait des années qu'ils me manipulent. Ils pensent que je vais céder, mais pas cette fois. 2 jours plus tard, je retournai à la maison familiale pour une dernière confrontation. Mes parents et Théo étaient assis dans le salon, leurs visages graves. Anaïs, s'il te plaît, commença ma mère dès que je franchis la porte. Nous savons que nous avons fait des erreurs, mais tu ne peux pas nous prendre notre maison. Je m'assis en face d'eux, posant calmement mes mains sur mes genoux. Cette maison ne vous appartient plus, dis-je simplement. Vous avez eu des années pour rectifier vos erreurs, pour me traiter avec respect. Mais vous avez choisi de profiter de moi, encore et encore. Maintenant, il est trop tard. Mon père se leva, la colère déformant son visage. Tu es une ingrate, Anaïs. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi. Je me levai également, le regardant droit dans les yeux. Sacrifié, répétai-je avec un rire amer. Tout ce que vous avez fait, c'est attendre que je répare vos erreurs. Vous ne m'avez jamais soutenu. Vous m'avez utilisé. Et maintenant, c'est terminé. Théo se leva à son tour, son ton sarcastique. Tu veux jouer à la grande femme d'affaires, c'est ça? Très bien. Mais n'oublie pas que tu es seule. Quand tout cela te retombera dessus, ne viens pas pleurer. Je le regardai sans ciller. La différence entre toi et moi, Théo, c'est que je prends mes responsabilités. Toi, tu passes ton temps à blâmer les autres pour tes échecs. En quittant la maison ce soir-là, je savais que je ne reviendrais plus. J'avais donné à ma famille un préavis de 30 jours pour quitter la propriété. Après cela, la maison serait mise en vente, et je pourrais enfin tourner la page. Les jours suivants furent remplis de démarches administratives et de préparation. Inès m'aida à finaliser tous les documents nécessaires, m'assurant que tout était en ordre sur le plan légal. Pendant ce temps, ma famille continua de m'envoyer des messages, alternant entre supplications et menaces. Mais rien de tout cela ne m'atteignait plus. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Les jours passèrent, et avec eux, le poids immense de ces dernières semaines commença à s'alléger. Assise dans le salon de mon appartement, je feuilletais les derniers documents envoyés par Inès. Tout était finalisé. La maison familiale était désormais entièrement à mon nom, et dans un mois, elle serait mise en vente. La boucle était bouclée. Pourtant, une étrange mélancolie m'envahissait parfois. Malgré tout ce qu'il m'avait fait, couper les liens avec ma famille n'était pas aussi libérateur que je l'avais espéré. Des souvenirs heureux refaisaient surface par moments. Les repas en famille, les éclats de rire, les longues soirées à discuter dans le jardin. C'était difficile de concilier ces souvenirs avec la réalité actuelle. Mais je savais que ce qui avait existé autrefois n'était plus. Mon téléphone vibra, interrompant mes pensées. C'était un message d'Inès. La famille a signé l'accord de résiliation du bail. Ils quitteront la maison dans 2 semaines. Tout est en ordre de notre côté. Je fixai l'écran un moment avant de répondre. Merci, Inès. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. 2 semaines plus tard, je me retrouvai devant la maison familiale. Le soleil couchant baignait la façade dans une douce lumière dorée. Mais aujourd'hui, le lieu semblait vidé de son âme. Lorsque j'entrai, la maison était pratiquement déserte. Mes parents et Théo étaient partis la veille, emportant avec eux leurs affaires et leurs souvenirs. Les murs, autrefois couverts de photos de famille, étaient nus. La maison semblait étrangement petite, presque étrangère. Dans le salon, un carton avait été laissé à moitié ouvert. Par curiosité, je l'examinai. À l'intérieur, je trouvai des vieilles lettres, des photos et des dessins d'enfance. Mon cœur se serra en tombant sur une photo de moi, enfant, serrant un ours en peluche. Derrière, ma mère avait écrit « Notre petite princesse, notre fierté ». Je posai la photo sur la table basse, incapable de décider si je devais la garder ou la jeter. Ce carton semblait contenir tout ce qui restait des illusions que j'avais eues sur ma famille. Après avoir passé quelques heures à explorer la maison, je me surpris à réfléchir à ce que j'allais en faire. La vendre, comme prévu, semblait être la meilleure solution, mais une autre idée me traversa l'esprit. Cette maison, qui avait été le théâtre de tant de mensonges et de manipulations,
pourrait devenir quelque chose de nouveau. Quelque chose de positif. Je passai un coup de fil à Inès. Inès, j'ai réfléchi à un changement de plan, dis-je après qu'elle ait décroché. Je t'écoute, répondit-elle calmement. Plutôt que de vendre la maison, je voudrais la transformer en un espace communautaire. Un endroit pour aider les personnes qui, comme moi, ont été victimes d'abus financiers ou émotionnels par leur propre famille. Elle resta silencieuse un instant, puis répondit, « C'est une idée magnifique, Anaïs. Mais c'est un projet ambitieux. Es-tu sûre de vouloir t'engager dans quelque chose d'aussi grand ?» Oui, dis-je avec assurance. Je veux que cette maison ait une nouvelle signification. Je veux qu'elle devienne un symbole de renouveau, pas un souvenir de douleur. Pendant que je travaillais sur mon nouveau projet, ma famille tenta à plusieurs reprises de reprendre contact avec moi. Mon père envoya une lettre manuscrite, un mélange de reproches et de fausses excuses. « Anaïs, ce que tu as fait est impardonnable. Mais tu resteras toujours ma fille, et je veux que nous réparions cette relation. Nous sommes une famille, après tout. Les familles surmontent les difficultés. Tu dois comprendre que tout ce que nous avons fait était pour protéger cet héritage, notre maison. Peut-être avons-nous commis des erreurs, mais le pardon est essentiel. » Je repliai la lettre et la rangeai dans un tiroir sans y répondre. Ces mots sonnaient creux. Après tout, il n'y avait jamais eu de pardon de leur part pour mes choix, mes réussites, ma vie. Pourquoi devrais-je en accorder un maintenant? Théo, fidèle à lui-même, adopta une approche plus brutale. Il envoya un email menaçant de m'attaquer en justice pour vol de la maison. Mais grâce à Inès et à l'acier juridique de notre contrat, je savais qu'il n'avait aucune chance. Quant à ma mère, elle m'envoya plusieurs messages vocaux. Sa voix était empreinte de tristesse, et elle répétait sans cesse. « Anaïs, pourquoi fais-tu ça? Nous sommes ta famille. » Mais ces mots n'avaient plus aucun effet sur moi. Quelques mois plus tard, après un travail acharné, la maison avait été entièrement transformée. Les murs avaient été repeints, les pièces réaménagées, et l'atmosphère avait radicalement changé. L'endroit respirait désormais la chaleur et l'espoir, loin de l'énergie pesante qui y régnait auparavant. Le jour de l'inauguration, je me tenais dans l'entrée, accueillant les invités. Plusieurs amis proches étaient venus pour me soutenir, ainsi que des membres d'organisations locales. Mon oncle Julien était également là, un sourire fier sur le visage. « Tu as fait quelque chose d'incroyable, Anaïs ?» dit-il en regardant autour de lui. « Merci, Julien. Mais je n'aurais pas pu y arriver sans toi, » répondis-je sincèrement. Il secoua la tête. « Tu étais toujours assez forte pour le faire seule. Tu avais juste besoin de le réaliser. » Alors que la soirée battait son plein, une femme s'approcha de moi. Elle semblait nerveuse mais souriante. « Bonjour, je m'appelle Louise, » dit-elle. « Je voulais juste vous remercier. Ce que vous faites ici, c'est exactement ce dont j'aurais eu besoin il y a quelques années. » Ces mots me touchèrent profondément. En l'écoutant raconter son histoire, je compris que tout ce que j'avais traversé n'était pas vain. Quelques jours après l'inauguration, alors que je travaillais dans mon bureau, on frappa à la porte de la maison. J'ouvris et fus surprise de me retrouver face à Théo. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demandai-je froidement. Il semblait plus fatigué que d'habitude, presque abattu. « Je voulais te parler, » dit-il. « Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à dire. Anaïs, écoute-moi. Je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que je t'ai blessé. Mais je suis perdu. Je ne sais pas quoi faire. » Ces mots me prirent au dépourvu. C'était la première fois que je le voyais vulnérable. Mais cela ne changeait rien. « Ce n'est pas à moi de te sauver, Théo, » dis-je calmement. « Tu as fait tes choix, tout comme moi. Maintenant, tu dois vivre avec. » Il hocha la tête, les yeux baissés, et partit sans un mot de plus. En fermant la porte derrière lui, je sentis un poids immense quitter mes épaules. Théo, mes parents, tout se passait toxique. Tout cela était enfin derrière moi. Je me tournai vers la maison, qui bourdonnait d'activité et de rire. C'était devenu un endroit vivant, un espace de renouveau et de guérison. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais en paix. Le vent chaud soufflait doucement à travers les fenêtres ouvertes de la maison. Les rideaux neufs dansaient avec légèreté, remplissant l'espace de cette atmosphère sereine que j'avais toujours recherchée. Aujourd'hui marquait le premier jour où la maison fonctionnait à plein régime en tant qu'espace communautaire.
Les premières bénéficiaires du programme arrivaient déjà, timidement, parfois accompagnés d'une amie ou d'un proche. Chaque visage racontait une histoire différente, mais tous avaient en commun ce poids qu'ils portaient, des dettes imposées, des manipulations émotionnelles, des abus silencieux. Je passais de pièce en pièce, veillant à ce que tout soit parfait. L'ancienne salle à manger avait été transformée en salle de réunion, où un groupe de soutien se tenait déjà. La cuisine, autrefois le théâtre de discussions tendues entre ma famille et moi, servait maintenant à des ateliers sur la gestion financière. Dans l'ancien salon, des fauteuils confortables accueillaient des discussions intimes entre conseillers et participants. C'était un rêve devenu réalité. Alors que je m'apprêtais à rejoindre l'un des groupes, une voix familière m'interpella. « Anaïs !» Je me retournai pour voir mon oncle Julien se tenir dans l'entrée, un large sourire sur le visage. À ses côtés se trouvait sa femme, Camille, que je n'avais pas vue depuis des années. « Julien, Camille, vous êtes venu. »« Bien sûr qu'on est venu, » répondit Julien en m'embrassant sur les joues. « Comment aurions-nous pu manquer ça ?» Camille me serra dans ses bras, son regard rempli de fierté. « Ce que tu fais ici, Anaïs, c'est magnifique. Vraiment. » Je les guidai à travers la maison, leur montrant chaque pièce et expliquant comment tout fonctionnait. Julien hocha la tête en écoutant, visiblement impressionné. « Tu as transformé cette maison, » dit-il. « Pas seulement physiquement, mais dans son essence. Elle rayonne. » Ces mots me touchèrent plus que je ne voulais l'admettre. Pendant des années, cette maison avait été un symbole de douleur et de conflit pour moi. Mais maintenant, elle représentait quelque chose de bien plus grand, un lieu de guérison et de renouveau. Alors que la journée avançait, tout semblait se dérouler parfaitement. Mais en fin d'après-midi, une présence inattendue vint briser ce calme. Je m'occupais de ranger des dossiers dans l'ancien bureau de mon père lorsqu'une bénévole entra timidement. « Anaïs, il y a quelqu'un à l'entrée qui demande à te voir. Il dit qu'il est de ta famille. » Mon cœur se serra immédiatement. Je savais exactement qui c'était avant même de sortir du bureau. En arrivant dans le hall, je vis Théo debout près de la porte. Il était visiblement mal à l'aise, jouant avec ses mains et évitant de croiser mon regard. « Théo, » dis-je, mon ton froid mais contrôlé. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il releva enfin les yeux, et pour la première fois, je vis quelque chose d'étrange dans son regard, du regret. « Je voulais te parler, » dit-il, hésitant. « Je t'écoute, » répondis-je, restant à distance. Il prit une profonde inspiration avant de parler. « Écoute, je sais que j'ai tout gâché. J'ai été un idiot, égoïste et ingrat. Je n'ai jamais vu tout ce que tu as fait pour nous. Pas vraiment. Et maintenant que tout est parti. » Il s'interrompit, baissant la tête. « À maintenant que tout est parti, je réalise à quel point je suis perdu. » Ces mots me touchèrent, mais je gardai mon calme. Pendant des années, Théo avait utilisé sa culpabilité pour manipuler les autres, et je refusais de me laisser piéger à nouveau. « Je comprends que tu sois perdu, Théo, » dis-je doucement. « Mais ce n'est pas à moi de te sauver. Tu dois trouver ton propre chemin. » Il hocha lentement la tête, visiblement déçu mais résigné. « Je voulais juste te dire que je suis désolé, » murmura-t-il avant de partir. Je restai dans le hall un moment après son départ, essayant de comprendre ce que je ressentais. De la pitié? Peut-être. Mais aussi un profond soulagement. Pour la première fois, je sentais que j'étais enfin libre de leur emprise. Quelques jours après la visite de Théo, je reçus une invitation inattendue de ma mère. Elle voulait me rencontrer pour discuter. J'hésitai longuement avant d'accepter. Nous nous retrouvâmes dans un petit café du centre-ville. Ma mère était déjà assise, ses mains serrées autour d'une tasse de thé. Elle semblait plus âgée, plus fatiguée. « Merci d'être venue, Anaïs, » dit-elle doucement lorsque je m'assis en face d'elle. « Que veux-tu, maman ?» demandai-je, sans détour. Elle prit une longue inspiration avant de répondre. Je voulais m'excuser. Pas seulement pour ce qui s'est passé avec la maison, mais pour tout. Pour toutes les fois où je ne t'ai pas soutenue, où je t'ai jugée. Je restai silencieuse, attendant qu'elle continue. La vérité, c'est que j'ai toujours été fière de toi, Anaïs. Mais je ne savais pas comment te le montrer. Et je pense que j'ai laissé papa et Théo m'influencer plus que je ne le devrais. Ces paroles me touchèrent, mais une partie de moi restait sceptique. Tu sais, maman, dis-je calmement,
il y a des excuses qui arrivent trop tard. Elle baissa les yeux, visiblement blessée. Mais je continuai. Cela ne veut pas dire que je ne te pardonne pas. Mais ça ne change pas ce qui s'est passé. Et ça ne veut pas dire que je veux reconstruire une relation. Elle hocha lentement la tête, acceptant mes mots sans protester. En quittant le café, je me sentis étrangement légère. Ce chapitre de ma vie, cette lutte constante pour leur approbation, pour maintenir une illusion de famille, était enfin derrière moi. De retour à la maison communautaire, je retrouvais mes collègues et les bénéficiaires du programme. Chaque jour, je voyais des personnes reprendre leur vie en main, trouver leur force et leur indépendance. Et cela me donnait un sens, une raison de continuer. La maison, autrefois symbole de mes blessures, était désormais un lieu de renaissance. Alors que le soleil se couchait sur cette journée, je me tenais dans le jardin, regardant les lumières s'allumer à l'intérieur. Mon oncle Julien s'approcha, une tasse de café à la main. « Tu as réussi, Anaïs » dit-il avec un sourire. Je pris une gorgée de café, savourant la chaleur et la tranquillité de l'instant. « Oui, Julien. J'ai réussi. Et je ne compte pas m'arrêter là. » Nous restâmes là un moment, en silence, à regarder la maison briller dans la nuit. La maison, devenue symbole de renaissance, n'était plus simplement une structure en pierre et en bois. Elle incarnait une transformation, non seulement pour Anaïs, mais aussi pour toutes les personnes qui franchissaient ses portes. Cette maison, autrefois imprégnée de mensonges et de manipulations, était aujourd'hui un sanctuaire de vérité, d'espoir et de guérison. À travers les groupes de soutien, les ateliers et les simples conversations entre les murs nouvellement peints, des vies étaient transformées. Et au cœur de cette transformation se trouvait une vérité universelle. La valeur de chaque être humain ne réside pas dans ce qu'il peut offrir, mais dans ce qu'il est. En regardant tout le chemin parcouru, Anaïs ne pouvait s'empêcher de réfléchir à ce que cette expérience lui avait appris. La première leçon, et peut-être la plus importante, était celle de poser des limites. Pendant des années, elle avait confondu amour et sacrifice aveugle, croyant que protéger sa famille, même à ses dépens, était son devoir. Mais à quel prix ? Ce n'est qu'en coupant les liens avec les comportements toxiques qu'elle avait pu retrouver son équilibre et se reconstruire. Cette décision n'avait pas été facile, et elle en portait encore les cicatrices. Mais ces cicatrices n'étaient plus des marques de douleur, elles étaient des preuves de sa résilience. Une autre leçon essentielle qu'Anaïs avait apprise était celle de la rédemption personnelle. Bien qu'elle n'ait jamais été responsable des actions de sa famille, elle avait longtemps porté un sentiment de culpabilité. Culpabilité de ne pas avoir pu être assez, culpabilité de ne pas avoir répondu à leurs attentes. Mais en reconstruisant la maison et en lui donnant une nouvelle vocation, elle avait trouvé un moyen de transformer cette culpabilité en un acte positif, un acte de service envers les autres. Cette histoire nous enseigne une chose précieuse. Nous ne pouvons pas toujours changer les personnes autour de nous, mais nous avons le pouvoir de changer notre manière de réagir à leurs actions. Le pardon ne signifie pas forcément la réconciliation. Anaïs avait choisi de pardonner, non pas pour leur donner une nouvelle chance de la blesser, mais pour se libérer de leur emprise. C'était un pardon silencieux, une décision de lâcher prise et de continuer à avancer. Et vous, chers spectateurs, que pensez-vous de cette histoire ? Combien d'entre nous ont vécu des situations similaires, où les personnes en qui nous avions le plus confiance nous ont déçus ou blessés ? Ce n'est jamais facile de poser des limites, surtout quand il s'agit de la famille. Mais parfois, c'est nécessaire pour préserver notre propre paix intérieure. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné avec quelque chose en vous, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Partagez vos propres expériences, vos réflexions. Ce sont ces discussions qui nous aident à grandir ensemble. Avant de poursuivre, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Si cette histoire vous a inspiré ou ému, laissez un like. Cela nous aide énormément à continuer à partager des récits qui touchent le cœur et qui nous poussent à réfléchir. Ensemble, nous pouvons créer une communauté où les histoires de vie nous enseignent des leçons précieuses et nous rappellent ce qui est vraiment important. Revenons maintenant à un message d'espoir et de réflexion encore plus profond. Cette histoire nous montre à quel point les relations humaines peuvent être compliquées, imparfaites et souvent décevantes. Mais il existe un amour qui transcende toutes ces imperfections, l'amour de Dieu. Et c'est là que le message du verset de l'évangile de Jean 3h16 trouve toute sa pertinence. Ce verset dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quel lien pouvons-nous établir entre cette histoire et l'amour de Dieu ? Eh bien, réfléchissons à ceci.
Anaïs a découvert que l'amour qu'elle pensait recevoir de sa famille était conditionnel, limité par des attentes et des intérêts égoïstes. Combien de fois avons-nous ressenti ce type d'amour dans nos propres vies? Un amour qui semble dépendre de ce que nous pouvons donner, accomplir ou sacrifier? Ce genre d'amour, bien qu'humain, est fragile et souvent insuffisant. Mais l'amour de Dieu, lui, est radicalement différent. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que nous pouvons offrir. En fait, Dieu nous aime dans nos moments les plus faibles, les plus brisés. Lorsque nous sommes comme Anaïs, épuisés par les attentes des autres, Dieu nous accueille les bras ouverts. Il ne demande pas que nous soyons parfaits ou que nous méritions cet amour. Au contraire, il offre cet amour gratuitement, simplement parce qu'il nous considère comme ses enfants précieux. Dans Jean 3h16, il est écrit que Dieu a donné son Fils unique. Pourquoi? Parce qu'il savait que nous étions incapables de porter seuls le poids de nos erreurs, de nos fautes, de nos péchés. Comme Anaïs, qui a dû prendre une décision difficile pour se libérer de la toxicité de sa famille, Jésus a pris la décision ultime de se sacrifier pour nous libérer. Sur la croix, il a porté nos fardeaux, nos échecs, nos douleurs, afin que nous puissions trouver la vraie liberté, celle qui vient de la réconciliation avec Dieu. Peut-être vous sentez-vous comme Anaïs en ce moment. Peut-être portez-vous des blessures causées par des relations brisées, par des attentes irréalistes, ou par un sentiment d'échec. Sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Dieu voit vos luttes, vos larmes et vos doutes. Et il vous offre une solution, une issue. Cette solution, c'est Jésus-Christ. Accepter Jésus comme votre sauveur, c'est comme poser les valises lourdes que vous portez depuis si longtemps. C'est reconnaître que vous n'avez pas à tout gérer par vous-même, que vous n'avez pas à être parfait pour être aimé. C'est permettre à Dieu de transformer votre cœur, tout comme Anaïs a transformé cette maison. Si vous ressentez ce besoin aujourd'hui, je vous invite à faire une prière simple mais puissante. Seigneur, je reconnais que je suis imparfait, que j'ai porté des fardeaux que je ne peux plus supporter seul. Merci pour l'amour que tu m'offres à travers Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi, pour mes fautes, et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Aujourd'hui, je choisis de t'accepter comme mon sauveur et de te laisser transformer ma vie. Merci pour ton pardon et ton amour inconditionnel. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que vous avez pris une décision extraordinaire. Vous avez ouvert la porte à une nouvelle vie, remplie de paix, de joie et d'un amour qui ne faillit jamais. Je vous encourage à en parler à quelqu'un, à chercher une communauté de foi qui peut vous soutenir et vous encourager dans ce cheminement. Revenons à l'histoire d'Anaïs pour une dernière réflexion. Tout comme elle a dû reconstruire sa vie après avoir découvert la vérité sur sa famille, nous sommes appelés à reconstruire nos vies sur un fondement solide. Ce fondement, c'est Jésus-Christ. Avec lui, nous ne sommes jamais seuls. Avec lui, chaque douleur, chaque lutte, chaque cicatrice peut être transformée en quelque chose de beau et de significatif. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si vous avez été touché par ce message, partagez-le avec vos proches. Parfois, une histoire ou un mot peut changer une vie. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres récits inspirants et des réflexions profondes. Que cette histoire vous rappelle que peu importe à quel point nous pouvons être brisés, il existe toujours un chemin vers la guérison et la rédemption. Et ce chemin commence par l'amour incommensurable de Dieu pour chacun de nous. Soyez bénis, et à très bientôt.